Vous êtes sur Africable Télévision. Merci d'être au rendez-vous de ce 17 septembre. Bienvenue et surtout, voici les titres de ce journal. Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, a abrité la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de vie. Plusieurs chefs d'État africains et scientifiques de haut niveau ont pris part à cette deuxième édition. Le nouveau premier vice-président de la FIBA Monde s'appelle Aman Niang, élu le samedi dernier à Séville en Espagne. Son retour à Bamako a été célébré ce mardi par le monde sportif malien. Il nous livre ses ambitions et les défis qui l'attendent dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons sur le Mali avec l'ouverture ce mardi du premier forum international des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement au Sahel. Organisée par le Conseil national des jeunes, cette rencontre permettra d'échanger sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité et le développement dans la zone sahélo-saharienne. Mahmoud Kabadiakité et Malik Mbaye pour le compte-rendu. Ce premier forum international autour de la thématique paix, sécurité et développement au Sahel réunit des jeunes venus de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Durant 3 jours, les 300 participants vont échanger sur la problématique de l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne afin de trouver des mécanismes pouvant permettre à la jeunesse d'apporter sa contribution. Une initiative saluée par le président malien qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Qu'aucun de nos États, pris séparément, n'est aujourd'hui en mesure, en raison des gestions passées successives, du legs de l'histoire, en état aujourd'hui de faire face tout seul à cette problématique sécuritaire dans le Sahel. Dès lors, mutualisons nos forces. À travers les différentes interventions, il ressort que les jeunes sont à la fois les acteurs et les victimes de première ligne de tout conflit armé. Car selon des spécialistes, le manque d'emploi, d'éducation et de confiance des jeunes les pousse souvent à se laisser enrôler facilement par les bandits armés et narcotrafiquants de tout genre. C'est pourquoi pour le président du Conseil national des jeunes du Mali, initiateur de ces assises, il est impératif que les jeunes soient en synergie pour mener des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des populations. La paix et le développement de notre Nord et plus largement au Sahel sont un enjeu global, même s'il paraît aujourd'hui local. Ne répondons pas par des postures, souvent des formules éculées et des discours formatés. Inventons vraiment un vrai modèle de dialogue, de concertation et de réconciliation, créateur de paix et de développement durable. Compte tenu de l'insécurité grandissante aujourd'hui au Sahel, tous sont unanimes qu'il faudrait une réponse globale et multidimensionnelle, d'où la nécessité d'une coopération régionale. Cet espace d'échange et de partage qui sera sanctionné par des recommandations permettra à la jeunesse de faire entendre sa voix et de proposer des actions concrètes pour parvenir à une paix durable et un développement harmonieux. Nous poursuivons avec l'ouverture ce mercredi à Dakar au Sénégal du colloque international de la francophonie. Plus d'une centaine de délégués en provenance d'une dizaine de pays sont attendus pour des échanges autour du thème femmes et jeunes, force montante, enjeux, défis et perspectives francophones. Nous écoutons ici le professeur Mam Soufal à ce sujet. Il s'agit de poser les questions qui se posent aux femmes. La question fondamentale, et les jeunes naturellement, la question fondamentale étant la question de la précarité. Et il s'agit de trouver des solutions partagées, parce que les expériences sont multiples dans le monde. La précarité est assez inégalement répartie à travers le monde. Certaines régions du monde ont trouvé des solutions. À l'intérieur des nations également, il y a une inégalité dans la répartition de cette précarité. La palette qui a été désignée est assez large. Les femmes sont très largement représentées, les jeunes également. J'espère que sur toutes les questions que vous avez pu voir, peut-être les thématiques, on aura des réponses très riches qui iront
enrichir la déclaration finale des chefs d'État et de gouvernement. Je l'annonçais en titre, Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, a abrité la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de vie. Plusieurs chefs d'État africains et scientifiques de haut niveau ont pris part à cette importante cérémonie qui est à sa 2e édition. En effet, c'est dans cette salle du palais de conférence internationale de Sipopo ou Malabo 2 que le chef du gouvernement est venu représenter le président de la République Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la remise officielle du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. 6 chefs d'État africains ont honoré de leur présence cette manifestation de récompense, riche en images et en sons. 5 allocutions ont marqué l'ouverture de l'événement. Le prix qui a été décerné cette année, comme à l'édition de 2012 à Paris, à 3 lauréats. Un Iranien, Hossein Barvan, pour sa recherche sur les cellules souches et en biologie de développement. Un Burkinabé, André Bationo, pour son travail sur des sujets liés à la fertilité du sol. Et un représentant de l'Institut de médecine tropicale von Humboldt du Pérou pour la contribution de la structure à la lutte contre les maladies telles que la tuberculose, le paludisme, le VIH-Sida et les maladies intestinales. Cette fête qui se tient dans un contexte tragique de menace du virus Ebola a permis aux dirigeants présents à la 2e partie du programme de porter leur regard sur les stratégies et politiques mises en place pour faire face à cette épidémie qui devient un défi planétaire. Voilà un défi planétaire, la lutte contre le virus Ebola et cette guerre contre cet ennemi invisible, il s'agit de la fièvre Ebola et qui a tué plus de 2500 personnes depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis sont en train de monter en première ligne. Hier, en déplacement à Atlanta, Barack Obama a annoncé l'envoi prochain de 3000 militaires chargés de construire des centres médicaux et de former du personnel sanitaire. Il appelle le monde à agir vite pour éviter le pire. On écoute à présent le président américain. En Afrique de l'Ouest, le virus Ebola est une épidémie comme il n'y en a jamais eu avant. La situation est proche d'être hors de contrôle et empire. Le virus se propage plus vite et de façon exponentielle. Si l'épidémie n'est pas arrêtée maintenant, il pourrait y avoir des centaines de milliers de personnes infectées et de graves conséquences politiques et économiques, ainsi que des problèmes de sécurité. C'est une épidémie qui n'est pas juste une menace régionale. C'est potentiellement une menace pour la sécurité mondiale si ces pays et leurs économies cessent de fonctionner, si les gens cèdent à la panique. L'autre guerre, c'est contre l'organisation de l'État islamique. Là aussi, les États-Unis montent en première ligne. Hier soir, le général Martin Dempsey, le chef d'état-major des armées, a même franchi un pas de plus. Il n'a pas exclu d'envoyer certains de ses conseillers militaires au combat pour épauler l'armée irakienne. Vrai couac ou nouvelle stratégie en perspective, la Maison-Blanche démentit. Oui, l'envoi de troupes sur le terrain est possible, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, a expliqué devant le Sénat américain le chef d'état-major interarmé. Le général Dempsey veut privilégier la coalition internationale dont les États-Unis sont le fer de lance. Mon point de vue à ce stade, c'est que cette coalition est la voie à suivre. Je pense que c'est le bon choix, mais si elle échoue et qu'il y a des menaces qui pèsent sur les États-Unis, alors bien sûr, je retournerai voir le président et je pourrai lui recommander l'envoi de conseillers militaires auprès des troupes irakiennes. Pourtant, Barack Obama l'a martelé, il n'y aura pas de troupes au sol. Les forces américaines n'auront pas de mission de combat sur le terrain. Du coup, le Sénat a demandé au général Dempsey de clarifier sa position. C'est vrai, mais le président m'a aussi demandé de venir le revoir au cas par cas. La Maison-Blanche s'est empressée de tempérer ses déclarations, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un scénario hypothétique. L'audition a en tout cas été perturbée par des manifestants qui ont réussi à entrer dans le Sénat pour dénoncer les risques d'une nouvelle guerre menée par les États-Unis en Irak, un peu plus de 2 ans et demi après le retrait des derniers soldats américains du pays.
Voilà des mots rectifiés par la Maison-Blanche. Jour J, Mouisin, avant le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, les derniers sondages donnent le nom légèrement en tête. Sur le terrain, le porte-à-porte s'accélère dans les deux camps. Bonjour, nous faisons partie de la campagne du oui. Ça c'est Rick et moi je suis Pat. Oh désolé, je ne suis pas encore décidé. Oui. Je ne sais pas, il y a tellement en jeu, c'est une énorme décision. Patricia milite pour le oui depuis l'annonce du référendum il y a 2 ans. Elle arpente les rues de la capitale et de sa banlieue, un porte-à-porte nécessaire pour aider notamment ces jours-ci les indécis. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, vous devez les rassurer, leur dire que nous sommes aussi compétents que n'importe quelle autre personne dans le monde. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous ne sommes certainement pas pires. De l'autre côté de la ville, les partisans du non sont eux aussi en pleine tournée. Ils ont bien sûr le même objectif que le camp du oui. Cette dernière ligne droite est très importante. Tous les votes comptent. Il y a encore des indécis, nous avons donc encore du travail. Et il faut rattraper le temps perdu. Pendant longtemps, le camp du non n'a pas été très actif, persuadé que la victoire serait facile. Un travail de fourmi donc pour ces bénévoles. Et les indécis sont au rendez-vous. Vous ne pouvez jamais être sûr. Si c'était un choix facile, les sondages donneraient un score de 90%. Là, c'est 50-50 car il y a beaucoup d'enjeux. Difficile de savoir quel camp l'emportera. Alors les paris sont ouverts. Et oui, ici, les Britanniques misent de l'argent sur l'issue de ce référendum. J'ai parié 200 livres sur le oui et j'espère bien gagner. Jusqu'à présent, nous avons reçu plus de 2 millions de livres uniquement sur le référendum. C'est le plus grand pari politique. Nous n'avons jamais vu ça. Et c'est le nom qui arrive en tête chez les bookmakers. Le résultat n'est en revanche pas aussi évident pour les instituts de sondage. Il faudra donc patienter jusqu'à vendredi pour être fixé. Un mot de culture à présent, fin ce mardi à Bamako d'une formation de 3 jours sur le thème les droits de l'homme, droits artistiques et culturels. Initié par Artwatch Africa, les participants ont échangé sur les droits de l'artiste et sur la liberté d'expression créative. Des membres des associations des droits de l'homme, des artistes et des représentants du secteur public et privé ont pris part à cette rencontre. Artwatch Africa est un projet d'Arterial Network, l'un des plus grands réseaux panafricains interculturels. Nous vous proposons d'écouter quelques impressions à l'issue de cette formation qui contribuera sans doute au renforcement de capacités et au développement du secteur créatif. L'objectif de cette formation était donc de unifier les définitions parce qu'on a observé une incompréhension de la part de tous les acteurs, ce qui fait que le milieu de l'artiste et de la culture était incompris. Et pourtant, l'artiste en soi a un rôle de médiateur, d'intermédiaire et de miroir de la société. Et malheureusement, dans certains pays, je dis bien certains pays, cette liberté d'expression n'est pas totalement respectée. Les droits culturels sont une part importante des droits humains. Il est essentiel de les connaître et d'en respecter pour le maintien, pour la préservation de la dignité humaine, mais aussi l'interaction sociale positive entre les individus et les communautés. Donc ceci étant, il était essentiel de notre point de vue que cette première formation puisse réunir l'ensemble des forces vives de notre pays pour une meilleure compréhension de ces droits qui sont élémentaires. Du sport et du basketball, avant de refermer cette édition, le nouveau premier vice-président de la FIBA Monde s'appelle Aman Niang. Son élection a eu lieu le samedi dernier à l'issue du congrès de la Fédération internationale de basketball à Séville en Espagne. Son retour à Bamako a été célébré ce mardi par le monde sportif malien. Au micro de nos reporters Aminata Mariko et Daouda Doumbia, Aman Niang nous parle ici de ses ambitions et des défis qui l'attendent. Un sentiment de joie et de fierté pour mon pays, le Mali, et pour l'Afrique. Le fait d'élire Aman Niang comme membre du comité exécutif de FIBA Monde est un honneur pour mon pays, le Mali, et pour l'Afrique. Parce que ce n'est pas tous les continents qui sont représentés donc, au niveau du comité exécutif. J'ai toujours dit que les fondements de ces structures-là sont très solides. Donc ce n'est pas
un changement parce que Amanyang est arrivé. Mais ce qui peut être dit, c'est que Amanyang va accompagner la nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique s'inscrit dans le cadre de la gouvernance du basketball. On veut vraiment changer les choses pour que le basketball, nous ne cesserons jamais de le répéter, pour que le basket soit la deuxième discipline au monde, la deuxième discipline sportive au monde, après le football, et bien sûr la première discipline au monde concernant le basketball féminin. Je pense que ça, c'est des engagements qui ont été déjà pris au niveau africain. Et bien sûr, au niveau mondial, c'est tout à fait la règle qui va nous animer, en tout cas pendant les 5 années à venir. Vous venez d'écouter le nouveau premier vice-président de la FIBA Monde. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, excellente suite de programmes sur Africa Télévision.